Toujours un plaisir de retrouver Béa Diallo. Béa Diallo qui vient de sortir un bouquin que j'ai lu tout entier, que j'ai dévoré. Même Béa Diallo, du ring de boxe à l'engagement citoyen. C'est un titre sérieux pour un bouquin qui l'est aussi à certains moments et qui à certains moments est aussi l'histoire d'un garçon rebelle en révolte. Alors en gros, Béa, tu es né au Libéria, ouais, parce que ton papa était un diplomate, ouais. Et il était au Libéria à ce moment-là. On t'appelle Béa, en fait ton vrai nom c'est Lansana. Mon vrai prénom c'est Lansana, effectivement. Exactement. Alors est-ce que tu te souviens de ton enfance donc quand tu étais petit? Oui, j'ai des souvenirs magnifiques de mon enfance. J'ai des souvenirs d'un pays magnifique qui était le Libéria, effectivement, qui à l'époque, c'est un pays où les premiers esclaves américains qui voulaient retourner en Afrique, on leur a permis d'aller sur cette terre qui était le Libéria, effectivement. Donc ils ont retrouvé les autochtones dans le pays. Et moi j'étais là-bas, j'étais dans une magnifique maison, j'ai des souvenirs extraordinaires de l'enfance que j'ai passé là. On avait des autruches dans notre cour. Non, mais j'ai vraiment des souvenirs extraordinaires, ouais. Vraiment, avec des chevaux. C'est vraiment magnifique. Vraiment, et tu dis l'Afrique, à ce moment-là, il n'y avait pas de vraie pauvreté. La vraie pauvreté, celle où les gens dorment par terre, là où tu vois des clochards, la vraie misère, tu la découvres quand tu vas à Paris, parce que ton papa part à Paris quand tu as 12 ans, je pense. Ouais, et là, tu vois la vraie misère, et tu dis, en fait, cette misère-là, en Afrique, je ne l'avais pas vue quand tu étais petit. Elle n'existait pas. Non, elle n'existait pas. Enfin, je ne la voyais pas de la même manière. J'avais 7-8 ans quand je suis allé. Et je ne la voyais pas de la même manière parce que justement, ce que je disais souvent, les gens dans la rue, qu'on retrouve aujourd'hui malheureusement en Afrique, je n'en trouvais pas, il n'y en avait pas. Des gens étaient chez eux, il y avait une solidarité autour effectivement du fait que quelqu'un n'avait pas de moyens, mais il était pris dans des familles, il y a des gens qui s'en occupaient, etc., etc. Donc il n'y avait pas cette dynamique que j'ai retrouvée en Europe où j'ai retrouvé des SDF dans la rue en train de dormir, en train de boire de l'alcool parce que justement ils avaient cette difficulté de se réinsérer dans le monde et du travail ou dans le monde en lui tout seul. Et alors tu dis, quand tu es à Paris, un de tes premiers souvenirs fondateur, et pas seulement dans ta vie, mais aussi plus tard dans ta carrière de sportif, de boxeur, c'est un jour une agression que des skins pratiquent sur toi et tes copains, même un de tes amis, un blond d'ailleurs, il n'est même pas black, lui, ouais. Il a son œil qui est arraché, et c'est un traumatisme pour toi, tu perds la voix, tu es complètement traumatisé. Tu ne dis rien à tes parents au début, mais évidemment, c'est difficile de le cacher. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu te souviens de ces sensations physiques d'agression? D'abord, la première sensation de se faire agresser alors qu'on n'a rien fait, et de cette mutilation de ton ami. Oui, ça a été un traumatisme parce que c'était incompréhensible pour moi. Parce que justement, en plus, la dynamique dans laquelle nous étions partis dans une manifestation antiraciste, ouais. Etc., de rassemblement, vivons ensemble, parlons-nous. Et puis, en partant de là, te retrouver encerclé par des skins, te faire tabasser... en fait, sans comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à nous. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi ils s'en prenaient à nous. Et que finalement... parmi tout le groupe où tu avais des jeunes d'origine yougoslave, des jeunes d'origine algérienne, des jeunes africains comme moi, etc., etc., et maghrébins, et tu te dis, mais finalement, le seul qui s'est vraiment fait choper et qui s'est fait massacrer, en fait, c'est le seul qui était blond aux yeux bleus, ouais. Et qui était avec nous. Et c'était vraiment assez traumatisant. Et j'avais plus de mots. En fait, je savais plus m'exprimer. Et dès que je croisais un blanc qui me regardait, j'avais le sentiment qu'il voulait m'agresser. Et donc, j'étais moi-même devenu agressif. J'étais moi-même devenu indirectement un petit raciste par rapport à l'autre, en fait. Et donc, tu pars après à Bruxelles. Tu arrives à Bruxelles, tu as... 14 ans. 14 ans. Ouais. Tu découvres Bruxelles. Tu découvres aussi que les Blancs ne sont pas tous blancs, parce que quand on est en Afrique, on se dit il y a une seule nuance de blanc. Ouais. Et en fait, non, tu vois qu'il y a des Blancs très pâles, des Blancs hispanos. Voilà, il y a beaucoup de nuances de blanc. Et tu te dis, il y a une grande diversité que tu aimes. Tu aimes la diversité instinctivement, naturellement. Tu apprends à combattre aussi, parce que tu dois te défendre. Tu te bats beaucoup quand même. Il y a une scène dans le bouquin qui est quand même terrible. Je ne sais pas si je peux la raconter. Oui, tu peux la raconter. Je veux dire, quelqu'un qui t'insulte, le caïd, tu le mets à terre, tu bois une crotte de chien par terre, tu lui mets la crotte de chien dans la bouche, tu lui demandes de s'excuser.
s'excuser parce que ces insultes ne valent pas mieux que la crotte de chien qu'il a en bouche. Il s'excuse, tu as le respect de tous les caïds, de tous les racistes. Et là, tu fais aussi une remarque assez intéressante, politique même, je dirais. Tu dis les Noirs et les Beurs en France s'entendent bien parce qu'ils sont généralement musulmans, alors qu'ici à Bruxelles, en Belgique, ils ne s'entendent pas bien parce que généralement, les Blacks sont chrétiens. Oui, tout à fait, ça m'avait interpellé parce que je me posais la question quand je suis arrivé à Bruxelles. Je me dis, mais alors que justement à Paris, dans les banlieues, Express c'était plutôt un groupe, et que finalement j'arrive ici et je me rends compte en fait, qu'il y avait une dualité, il y a vraiment un fighting entre les différentes communautés. Et puis finalement, oui, je fais cette analyse et je me rends compte qu'effectivement que majoritairement la communauté black qui était ici était plutôt chrétienne, donc d'origine congolaise, et que de l'autre côté, ben, c'était des Maghrébins effectivement qui étaient d'origine plutôt musulmane. Et donc il y avait, en tout cas, je comprenais que j'ai cru comprendre pourquoi il n'y avait pas tant de rapprochement en fait entre les deux communautés. Donc c'était un vrai choc pour moi. Et quand je me faisais agresser ou insulter par des jeunes d'origine maghrébine, etc., en me traitant de sale noir. Donc c'était compliqué parce que ce mot-là, je l'entendais plutôt quand j'étais à Paris de la part de blancs, de skin, de gens extrémistes. Donc quand je l'entends ici de jeunes maghrébins, ça m'a vraiment interpellé, choqué. Et donc oui, en fait, la difficulté, pourquoi j'ai utilisé la crotte, c'était symbolique. C'est-à-dire que je ne vais pas le frapper, mais je vais l'humilier. Et donc l'humiliation, c'est même pas le fait de frapper, c'est de le dominer et de lui montrer que finalement les mots qui sortent, moi j'ai même pas besoin de le tabasser ou de le massacrer, mais je peux le maîtriser et lui faire dire autre chose. Et ça, tu as eu pas mal de fois dans ta vie, hein, cette situation où tu peux en effet montrer à l'autre que la violence ne sert à rien, parce qu'à un moment donné, tu es confronté à cette violence. Tu te bats avec un professeur, tu te bats avec beaucoup de monde. Finalement, tu finis par te battre sur le ring à l'insu de tes parents. Tu finis par monter sur un ring et commencer à apprécier en effet le noble art, mais tu te rends compte aussi que tu as un problème avec le sang. La vue du sang te dérange aussi, ce qui est quand même assez paradoxal pour un boxeur et fortement, c'est une inhibition terrible pour toi. Ouais, c'est terrible parce qu'à un moment donné, même quand un de mes entraîneurs s'en est rendu compte, il dit écoute mon gars, arrête, on va jouer au ping-pong. Bon, le ping-pong peut être dangereux, on peut prendre la balle dans l'œil. Et c'est vrai que j'étais totalement inhibé parce que d'ailleurs je raconte la scène où à un moment donné, quand j'étais gamin, je suis tellement violent que je fais tomber un garçon qui saigne énormément et ça m'a complètement tétanisé. Et donc la violence que j'avais en moi à cette époque-là me poussait tellement à aller tellement loin que je me disais mais je suis capable de tuer quelqu'un. Et donc quand j'étais sur le ring de boxe, je commençais à faire du sparring ou à faire un combat, dès qu'il y avait du sang, ça me tétanisait parce que je me disais tu peux tuer la personne. Et donc je devais, d'ailleurs j'ai fait énormément de séances de sophrologie avec à l'époque c'était Elios Kostou qui est devenu un grand écrivain aussi, qui lui-même philosophe aussi, qui lui-même m'a fait travailler justement cette sensation pour que je sois un peu plus agressif sur le ring de boxe et que je sorte, que me dise, je suis pas dans la réalité en fait, je suis dans un combat de boxe avec des règles, etc. Parce que, évidemment, ça a méchamment influencé ton style de boxe aussi. Un boxeur qui n'aime pas le sang ne va pas chercher le coup dur, mais va chercher l'escrime, le jab, la danse. Tu vas essayer d'arriver au bout d'un combat avec tous les risques d'arriver au bout d'un combat, c'est-à-dire dans ton cas, et c'est ça qui m'a surtout frappé en lisant ta carrière pugilistique, c'est que tu as été victime de décisions arbitrales totalement injustes, qui t'ont coûté certainement la moitié de tes défaites, peut-être la moitié tu l'admets aujourd'hui, l'autre moitié à mon avis tu ne l'admets pas encore aujourd'hui, et cette moitié de défaite, c'est un petit peu de ta faute quand même, parce que tu aurais cherché le coup dur du boxeur qui sait qu'il doit en finir avant, pour éviter le jugement parfois des référés qui ne sont pas très justes. Encore aujourd'hui, tu ne regrettes pas justement de ne pas avoir terminé des matchs avant d'attendre le verdict injuste des arbitres? C'est vrai que je peux me refaire des films et je peux me dire énormément de choses, plein de fois en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas finalisé mes combats de temps en temps que je pouvais faire. Et qu'in fine, quand tu arrives au bout, tu te rends compte qu'il y a des gens qui jugent et qui disent « Ah, il a perdu sur le papier ». C'est effectivement quelque chose qui peut être hyper frustrant, mais je n'ai pas de regrets parce que, comme je disais, j'ai vraiment appris
Ça faisait partie de mon apprentissage. Et ce blocage que j'avais à ce moment-là, je n'aurais pas pu aller plus loin. Vraiment, c'était très compliqué pour moi. Mais quand j'ai adapté mon style de boxe, quand j'ai travaillé beaucoup plus que les autres, parce que je me rendais compte que je devais plus courir, donner plus d'impact, plus d'énergie, plus de vitesse, toucher et partir sans se faire toucher, et je me rendais compte que le travail que je menais était tellement énorme que je devais faire 2 fois, 3 fois plus que les autres pour pouvoir faire la différence. Et in fine, quand je faisais la différence, aux yeux du public, était ébloui par la manière de boxer et la manière de faire justement cette façon de toucher son adversaire, de dire moi je te mets pas par terre, je vais encore tourner, je vais te remettre. Tu étais un petit Léonard. Oui, voilà, exactement. Tu étais un Sauf petit que Léonard. Il finissait quand il fallait finir. Il fallait finir quand il fallait finir, il finissait. Exactement, il finissait quand il fallait finir. Mais bon voilà, et puis finalement, en parlant de Léonard, Marvin Hagler est décédé, décédé hier. Marvelous est décédé. Marvelous, exactement. Terrible, c'est le combat qui m'a fait mettre sur le ring de boxe d'ailleurs. Marvelous contre... Marvelous Hagler contre Sugar Ray Leonard. C'est le combat qui m'a donné envie de boxer. Combat mythique. Magnifique. Bon, fermons la parenthèse. Tout à fait. Fermons la parenthèse. Donc, milieu de la boxe, pas très honnête, pas très fair-play. Tu étais ton propre promoteur. Peut-être une erreur aussi. Il aurait peut-être fallu aussi rentrer dans le boxing business. Oui, mais est-ce que Béa Diallo n'est pas, quelque part, comme ces super-héros qui se battent contre le monde entier, seuls, et qui finalement attirent l'admiration, les hurrahs du public, mais qui, ne rentrant pas dans un système, finissent quand même par déranger le système et puis d'en subir les conséquences, parce que tu as toujours subi les conséquences de tes choix, au fond, et il y a presque un côté très romantique dans ton attitude. Oui, c'est vrai. En fait, mon rêve, en fait, c'est de montrer que, en fait, en Belgique, il y avait beaucoup de désespoir. En fait, les gens pensaient que en Belgique, il n'était pas possible de. Et souvent, on m'a dit, d'ailleurs dans mon parcours, tu le vois souvent, on m'a toujours dit, c'est pas possible de, tu peux pas de, parce que tu es black, parce que tu es en Belgique et que tu es boxeur, parce que, et donc tu peux pas entreprendre, etc. Donc j'ai toujours voulu en fait contredire ce que les gens pouvaient se dire que c'était pas possible. J'ai voulu montrer que rien n'est impossible. Mais parfois à tes dépens. Parfois à mes dépens, effectivement, et tout le travail que j'ai mis, ce que je dis aussi, malgré que tu vois sur mon palmarès des défaites, in fine, ce que les gens retiennent en fait, finalement, par rapport à d'autres boxeurs qui sont même invaincus, qui sont en Belgique, etc., finalement, les gens retiennent le combat, retiennent l'homme et retiennent surtout l'essentiel. J'ai boxé Joval, on m'a volé 2 fois. Bien sûr. Mais toute la Belgique a vu le combat. Et toutes les personnes que je rencontre qui viennent chez moi sont fiers de moi. Et ils retiennent pas ma défaite, ils retiennent la prestation et le Béa Diallo, effectivement, qu'ils ont vu sur le ring de boxe. Donc le romantique, le rebelle, le super-héros, le malchanceux, malchanceux quand même. Le malchanceux. Mais tu recherches un petit peu cette malchance parce que tu te mets toujours dans une position où tu défies les règles d'un système. Alors quand tu passes évidemment de champion du monde de boxe, et on va sauter, on va arriver dans une autre case, à la case de la politique, tu te retrouves un petit peu dans la même situation. D'ailleurs, dans ton business aussi, tu fais du business, ça réussit. Tu réussis d'ailleurs généralement ce que tu fais, mais tu fais confiance à des gens qui ne sont pas des gens de confiance. Ouais. Alors, ce qui m'a fait rire aussi dans ton bouquin, c'est que tu dis que chaque fois que tu vas en Afrique, tu vas voir un marabout. C'est quoi ce truc? Le marabout, il a la vérité Non, je ne dis pas que le marabout... mais tu vas à chaque fois le voir, donc c'est... C'est important d'écouter, en fait, parce que, tu sais, il y a des traditions en Afrique qui sont importantes, et je pense que ces traditions, il faut savoir les respecter. D'ailleurs, dans le livre, je raconte une histoire avec le marabout, avec la pluie et tout. Et ça, c'est pas un mensonge, c'est filmé, etc. Donc, c'est quelque chose de vraiment vrai. Et ce marabout, en fait, je l'écoute parce qu'il me dit des choses... C'est toujours le même marabout? Non, malheureusement, il est décédé, c'est son fils, même. Son fils a pris le relais. Et c'est vrai que je vais beaucoup moins. Il connaît ton dossier. Il connaît bien mon dossier. Le père a passé le flambeau. Non, mais c'est bien parce que, en fait, dans ta vie politique, tu arrives aussi avec la même mentalité que le sportif. C'est-à-dire, quand c'est pas possible, j'y vais quand même. Je vais prouver que ce qui est impossible est quand même jouable. Généralement, tu réussis et puis tu passes à autre chose. Et ton combat, Fight for Africa, c'est la même chose. C'est de dire à tous ces Africains qui viennent ici en Belgique, qui viennent en Europe, perdre leur temps, leur vie, tu leur dis en fait, dans un discours paradoxal, mais restez plutôt là-bas et faites en sorte de vous faire écoler dans un premier temps
par les organisations européennes. D'ailleurs, tu n'aimes pas tellement les ONG. Hein. Tu dis 90% de l'argent des ONG, ça sert à faire fonctionner l'ONG, 10% ça sert... Oui, mais en fait, c'est pas que je les aime pas, mais c'est juste un constat, une réalité. Et je pense que ces moyens, il y a moyen de les utiliser autrement. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on vient avec plein de projets, etc., on dit on va faire ci, on va faire cela. Et que finalement, quand tu te rends compte, tu dis, mais tu vois, le gamin là, moi j'ai pris 2 gamins qui étaient esclaves en Libye, je les ai ramenés dans le pays d'origine. Ils avaient dépensé plus de 15 000 euros pour pouvoir venir en Europe. Et que quand j'ai réussi à les sortir de là, avec 2 500 euros, aujourd'hui, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent pour l'un et 70 personnes qui travaillent pour l'autre. Donc, en leur apprenant, en leur donnant les outils qu'il faut, aujourd'hui, rien qu'avec cette entreprise, aujourd'hui, ils font vivre leur famille. Et les 15 000 $ qu'ils n'auraient jamais récupérés ici en venant ici, ils sont en train de le récupérer aujourd'hui, de rembourser les gens qui leur ont prêté l'argent. Donc, c'est de dire... Quels sont les outils qu'on peut donner aux Africains pour les encourager à développer leur pays et à rester dans leur pays d'origine? Développer l'économie locale là-bas est tout à fait possible. Pourquoi ce sont des gens de l'extérieur qui doivent venir pour mettre des outils en place, pour entreprendre et que finalement, pour ne même pas engager, et que l'argent ne profite même pas Ça, c'est ton discours, évidemment, aujourd'hui, d'homme politique, puisque tu le dis clairement, tu as envie de faire changer... tu as plusieurs amours dans ta vie. Ta femme, évidemment, Chantal, qui t'a donné 2 merveilleux enfants. D'ailleurs, tu as 4 enfants, hein, les 2 du mariage de ta femme aussi. Chantal, qui est catholique. Donc, encore une fois, tu prouves que le musulman, le catholique... Ça fonctionne quand on veut faire en sorte que ça fonctionne, ça fonctionne. Mais tu es dans un discours aujourd'hui qui est Est-ce que c'était ton discours à la base qui peut-être est le plus important? C'est-à-dire, tu es guinéen, donner à ton pays les armes pour combattre la corruption, pour devenir un pays démocratique, riche. Est-ce que c'est ton plus grand rêve aujourd'hui? Est-ce que ce bouquin n'est pas une déclaration d'amour, en fin de compte, à ton pays et à ton passé que tout le monde connaît? Mais celui-là, il est révolu. Mais il n'a pas servi à te mener vers ça, au bout du compte? Oui, finalement, oui, je pense que c'est une déclaration d'amour. D'ailleurs, je le dis en introduction, et c'est vrai que c'est toujours ce qui m'a motivé. Mais cette déclaration, elle vient aussi de l'histoire de mon père. Elle vient aussi de l'histoire de mes parents. Et elle vient de ce qu'on m'a inculqué. Et elle vient aussi, à un moment donné, de se dire, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, est-ce que je ne peux pas le mettre au service du pays d'origine? Vous savez, souvent, je vois beaucoup de pays où le football est hyper bien évolué. On voit des pays qui deviennent champions du monde, des pays qui perforent au niveau notamment de la Champions League, etc. Et que finalement, tu regardes beaucoup et tu dis, mais tous ces gamins là, ils sont originaires d'où? Ils viennent d'où? Tous ces talents finalement. Et comment ça se fait que le pays d'origine, d'où ces gamins viennent, avec autant de talent, en fait, ne peut pas développer exactement la même chose, puisque ceux-là, il y en a 10, 15, 20 fois plus qui se trouvent de l'autre côté. Comment ça se fait qu'on ne structure pas ça pour accompagner? Peut-être que ces pays-là, justement, demain, pourraient aussi sortir ça. En fait, l'idée, c'est de dire, on sait faire, ce qu'on sait faire, est-ce qu'on ne peut pas l'apporter dans le pays d'origine pour les aider et les accompagner? Donc ça, c'est un discours politique. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les 10 ans à venir, tu sois... à la tête de ton pays, comme ça, si tu fais un pari sur toi-même... Non, en fait, mon vrai challenge, c'est ce que je disais l'autre jour, parce que beaucoup disent, ouais, tu veux être président, Je dis non, moi je veux pas être président. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que je peux apporter pour changer les choses dans le pays d'origine et amener des outils pour que les gens soient autonomes. Est-ce que tu n'es pas obligé d'être président pour ça, quand même? Est-ce que je suis obligé de passer par cette case-là pour y arriver? Si c'est le cas... Si c'est le cas, j'irai dans cette direction-là. Si je peux le faire autrement, c'est-à-dire que si aujourd'hui les gens qui sont sur place peuvent m'accompagner et me donner les outils qu'il faut pour que je puisse justement les accompagner ensemble, parce que tout seul je ne peux pas le faire, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'il y ait une dynamique collective. Si ces personnes-là sont prêtes à le faire et à m'accompagner dans cette direction-là, on ira. Mais si le combat que je dois mener, c'est d'aller dans cette direction-là, j'irai dans cette direction-là, parce que mon objectif... Je veux arriver à cet objectif-là, et donc cet objectif-là, je me le... Tu sais que dans le pays dans lequel tu es né, le président actuel, je pense que c'est Georges Weah, hein, le président du Libéria. Où je suis né, c'est Georges Weah. C'est Georges Weah qui est un grand footballeur qui a réussi, donc ton charisme en Guinée est extraordinaire, tu le sais. Oui, c'est vrai, mais la Guinée est plus compliquée que le Libéria. La Guinée est beaucoup plus compliquée que le Libéria, et puis la Guinée est un pays historiquement... je dirais, où effectivement le combat même du Guinéen en 1958, qui a été quand même un des premiers pays à avoir son indépendance, à réclamer son indépendance sur le continent africain, c'est un pays où culturellement et politiquement, ils sont très 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 forts. Alors je disais aussi l'autre jour que le grand combat qui est amené en Guinée par rapport à
peut-être à d'autres pays en Afrique. En Afrique, en général, je parle que la corruption, c'est un cancer. Et je dis qu'il y a certains pays africains aujourd'hui qui sont effectivement en phase de guérison, qui sont en train de trouver des médicaments aujourd'hui qui leur permettent de ne pas avoir justement ces gens qui meurent. Et tandis qu'en Guinée, on est en palliatif, on est en plein soin palliatif. Et donc, il y a un travail réel à faire ça. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à combattre ça, ce sera très compliqué de construire le pays. Béa, voilà, la politique, tu la connais, puisque tu l'as fait évidemment en Belgique d'une façon extrêmement noble aussi. Noble art, la noble politique, la noble attitude. Je pense que tu es un exemple et que tu veux être un exemple aussi. Je crois que c'est important pour toi d'être un exemple. On dit toujours, au fond, je n'ai pas à être un exemple, c'est pas mon problème. J'ai l'impression que tu as quand même cette envie d'être un exemple. Oui, et de donner l'exemple, parce que... Mais en fait, oui, parce que, vous savez, quand tu as grandi et qu'on t'a toujours montré comme étant quelqu'un de minoritaire, en fait, c'est ça, cette identité minoritaire, oui, j'ai envie de montrer l'exemple et de leur dire que tu es peut-être minoritaire, mais tu ne dois pas te cacher derrière ça et que tu peux... malgré tout, réussir et te battre. Et je dis souvent, le ring de boxe, c'est de temps en temps un combat, et la vie, c'est tous les jours les combats. Je dis, quand tu te lèves, et je dis souvent, je disais aussi dans le bouquin que on est tous des entrepreneurs. Quand on est gamin, on essaie d'entreprendre. Tu essaies de marcher, tu essaies de... C'est vrai, on est tout le temps, et donc il faut donner aux gens aussi cette faculté. En Afrique, la difficulté, c'est que les gens qui ont étudié, ils sont dans une case. Les gens qui n'ont pas étudié, ils sont dans une case. Et donc, à côté de ça, il n'y a pas toute cette multitude de possibilités, en fait, qu'on pourrait leur proposer. Mais en fait, tu peux faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et c'est ça qui manque vraiment, et c'est ça que j'ai envie de donner comme impulse. Mais c'est ce que le bouquin dit, hein. Voilà, la seule chose que je pense qu'on peut retenir, c'est en effet du ring de boxe à l'engagement citoyen. Je pense qu'en effet, tu l'as démontré. Et Béa, on se connaît depuis longtemps, donc Ça fait quelques années, effectivement. Si un jour tu deviens président, je t'appellerai Monsieur le Président. Écoute, je sais pas si, en fait, je sais pas si c'est vraiment mon objectif. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Est-ce qu'en étant président, est-ce que j'arriverai à mettre en place ce que je rêve de mettre en place? C'est aussi une vraie question. Ah ouais. Et donc, c'est pour cette raison que je dois trouver la bonne voie, comme je l'ai trouvé à un moment donné dans tout mon parcours, pour pouvoir justement répondre à ça, parce que c'est pas seulement mon pays. Je pense que moi, ce que je veux, c'est un modèle pour le continent, c'est un modèle pour l'Afrique. Et d'ailleurs, je le dis souvent, je le finis là-dedans, et je dis, quand on me demande d'où je viens, je dis souvent que moi, mon pays, c'est l'Afrique, et ma capitale, c'est la Guinée. Voilà. Écoute, tu sais, un combat de boxe, maintenant, à 15 rounds, au début de la boxe, il n'y avait pas d'arrêt. Hein. On combattait jusqu'au moment où quelqu'un tombait. Ça pouvait durer 60, 70 Tout à fait. rounds. Il n'y avait pas de barrière, et puis après, c'est devenu 15 rounds, et puis ils ont ramené les championnats du monde à 12 rounds. Ouais, exactement. C'est pour ça que mon bouquin est en 12 rounds, et avec un retour au vestiaire. Exactement. Merci Béa. Merci à toi. Ciao. Ciao.